Un habitant conduisait sur Elm Street et l'autoroute 2. Lorsqu'il a vu de la fumée en provenance de la maison. Les pompiers sont alors partis en intervention à bord de leur camion. Ils sont arrivés sur les lieux. La maison était totalement en proie aux flammes. Ils ont ouvert la porte d'un coup de pied. Un pompier est entré dans le salon. Et à travers l'épais nuage de fumée, il a rampé sur le sol à la recherche de personnes susceptibles de se trouver dans la maison. En arrivant dans le couloir menant aux chambres, il a trébuché sur quelque chose. Il a soulevé la couverture pour voir ce qui se trouvait en dessous. Et alors il est apparu évident qu'un crime abominable s'était déroulé entre ces murs. Il est venu me trouver et il m'a pris à part pour me dire « C'est vraiment très bizarre là-dedans ». Oui, c'était une scène horrible. Le 28 février 2008, j'étais enquêteur en chef au bureau du shérif du comté de Spokane. J'ai reçu un appel chez moi vers 5h30 du matin au sujet d'un incident survenu sur Elm Street. C'était totalement inhabituel. Alors, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Ça devait faire 5 mois que je travaillais en tant qu'enquêteur criminel. Je débutais, alors c'était assez intimidant. Quand je suis arrivé sur place, la maison fumait encore. Les pompiers faisaient des allées et venues. J'ai franchi la porte d'entrée. La maison était plongée dans une sorte de brouillard, ce qui lui donnait un peu l'aspect d'une maison hantée. Quand je suis entré, la vision de toute cette scène m'a saisi. On a beau faire ce métier, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Toutes les photos avaient été décrochées du mur et placées volontairement face retournée sur le canapé, ce qui nous a amené à penser qu'il pouvait s'agir d'une sorte de rituel. Il y avait du sang partout dans le couloir, des taches de sang partout sur le mur. Il était impossible d'entrer dans le couloir sans marcher dans une flaque de sang. Quand je suis arrivé au bout du couloir, j'ai vu le corps d'un homme encore partiellement recouvert d'une couverture et dans lequel était plantée une énorme épée. J'ai vu des crimes commis avec des couteaux ou même des épées, mais je ne pense pas avoir déjà vu un tel glaive. C'était une très grosse épée. Il était allongé sur une guitare dans le couloir. Il était couvert de sang. Le sang avait séché sous l'effet du feu. À ce moment-là, j'ai clairement pu voir une immense incision sur le côté de la tête, juste ici, et une immense incision sur le côté du cou. Je n'étais pas sûr que l'épée soit l'arme du meurtre, mais les blessures avaient été causées par un objet tranchant, comme un couteau.
Juste derrière le corps de l'homme se trouvait une porte ouverte menant à une petite chambre. Et coincé entre le lit et la table de nuit, gisait le corps d'une jeune femme. Elle avait été poignardée de manière répétée à de multiples reprises, au moins 26 fois. Elle se trouvait par terre, comme si elle était tombée à genoux, penchée en avant, la tête vers le mur. Et on aurait dit qu'elle avait une épée de samouraï entièrement plantée dans le cou. Il s'est avéré qu'elle avait été placée ainsi intentionnellement. L'individu qui l'avait mise ici avait essayé à plusieurs reprises de la faire sortir du cou de la victime. C'était perturbant de voir la cruauté avec laquelle il s'était acharné sur sa victime. À mon avis, c'était une manière pour lui de dire « Regardez-moi, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que je peux faire ». C'était un acte violent, gratuit, excessif et purement cruel. Ça m'a fait énormément de peine pour elle. Qui était capable de commettre un crime aussi immonde? On avait probablement affaire à un meurtre à la fois personnel, c'est-à-dire que le tueur connaissait ses victimes, et profondément antisocial. Je suis devenu plutôt doué dans l'art de compartimenter les choses. Je laisse mes émotions de côté pour traiter la scène de crime, parce que sinon, je ne pourrais pas faire mon travail. On n'appelle pas la police pour trouver une épaule sur laquelle s'épancher. C'est pas mon rôle. J'ai un boulot à accomplir. D'abord, je devais essayer d'identifier les corps, parce qu'on ignorait de qui il s'agissait. Les poses et la nature des blessures avaient quelque chose de bizarre. J'ai reçu une formation sur les meurtres à caractère rituel. Or, certains éléments présents dans cette scène de crime correspondaient parfaitement à ce qu'on nous avait enseigné. Des actes purement gratuits, commis sans aucune raison autre que la volonté de satisfaire leur auteur. La chef de la police scientifique est venue me dire « On a touché le jackpot ». Alors je lui ai répondu « Ah bon, raconte ». Et là, elle me sort « Il y a une empreinte digitale dans une trace de sang à l'intérieur de la porte de derrière ». Alors j'ai dit « Je veux trouver à qui elle appartient ». Cet élément allait me conduire à un suspect. C'est ce qu'on appelle une piste. On allait démonter la porte pour la remettre à la police scientifique afin que les techniciens relèvent l'empreinte digitale, prélèvent des échantillons de sang et fassent tout le nécessaire pour examiner cette porte sous toutes les coutures. Et on allait le faire maintenant. On a fini d'examiner la scène de crime dans la maison. Et à ce moment-là, Laurie, la propriétaire, est arrivée. Elle se tenait devant la maison calcinée. Elle était visiblement bouleversée. J'ai couru. Je crois que ma fille était là. On a couru jusqu'au ruban qui délimitait le périmètre. C'était inquiétant, c'était effrayant. Il y avait des policiers partout. L'un des agents s'est approché et il a demandé à parler à ma mère. C'était très bizarre. Il a posé une question très étrange. Il a demandé « Aviez-vous des armes dans la maison ?» Possédez-vous des couteaux et des épées? Je lui ai répondu « Pourquoi ?» Et il m'a dit « On veut juste savoir. » Alors j'ai précisé « Oui, l'un de mes fils les collectionne. Il les a accrochés à son mur. » Et il m'a répliqué « D'accord. » Puis ils sont partis. Et nous, on était là, complètement paniqués, à se demander pourquoi il m'avait posé cette question. Mon téléphone a sonné le matin de bonne heure. Je crois que c'était mon gendre, Ian. Il m'a dit « La maison de Elm Street est en feu. Il faut que tu viennes tout de suite. » Et là, ma fille Cathy m'a dit « Maman, il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y a une personne décédée. » Alors on a réfléchi aux personnes susceptibles de se trouver à l'intérieur et on les rayait de notre liste quand on savait qu'elles étaient indemnes. En parlant avec Laurie, on avait appris que c'était elle qui vivait dans cette maison. Elle en était propriétaire. Son fils, Tanner, y habitait également. Une femme vivait en bas et elle avait à peu près le même âge que la femme que nous avions trouvée dans la chambre. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la police qui voulait s'assurer que j'étais en vie.
Ça m'a paru étrange. J'ai demandé si quelqu'un était mort et ils m'ont répondu qu'effectivement, quelqu'un était décédé. Je savais que ça ne pouvait être qu'une personne. Mon fils cadet, Tanner. Je me tenais derrière ma mère, à 1 mètre d'elle. Et elle s'est littéralement effondrée par terre. C'était très dur à voir. Je me souviens l'avoir prise dans mes bras pour l'aider à se relever. On ne voulait pas y croire. Non, pas Tanner, pas lui. Pas Tanner. Ils ne voulaient pas que je sois là quand ils ont sorti la housse mortuaire, mais il le fallait. Il fallait que je sois là pour voir ça. Alors j'ai regardé, je les ai vus placer la housse dans la voiture, et je savais qui se trouvait à l'intérieur. C'était incompréhensible pour moi. La transition entre l'harmonie et le bonheur d'un côté et l'horreur de l'autre était si brutale. Je n'arrivais pas à réaliser. Quand ils nous ont demandé s'il avait des ennemis, on leur a répondu « Non, il n'a pas d'ennemis ». On avait du mal à réaliser qu'il soit mort ici, dans cette maison, et on ne voyait pas du tout qui aurait pu lui en vouloir. Puis, ils nous ont finalement dit qu'il y avait également une femme. Ils nous ont précisé qu'elle était brune et qu'elle avait les cheveux courts. On n'avait aucune idée de qui il s'agissait. Alors je me suis creusé la cervelle. Je me posais beaucoup de questions et j'avais très peur. Je ne voyais pas qui pouvait se trouver dans la maison. Qui cela pouvait-il bien être? Spokane se trouve dans l'est de l'État de Washington. Spokane est la plus grande agglomération de ce côté de l'État de Washington, de ce côté de la chaîne des Cascades. C'est un bel endroit, mais qui a eu son lot de tueurs en série. Nombreux d'entre eux ont sévi dans la région. Le tueur de Green River à Seattle, Yates ici même à Spokane, et j'en passe. Donc c'est une belle région, mais nous avons aussi des tueurs en série. Souvent, on tient à la population un discours que je n'approuve pas forcément. On dit aux habitants, bon, il y a eu ce meurtre, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Quelqu'un a été tué et on ne sait pas qui a fait ça. Le coupable peut très bien se promener dans la communauté comme n'importe qui. Peut-être que l'individu a tué cette personne pour une raison particulière. Peut-être qu'il l'a tué sans raison. Peut-être qu'il pourrait s'en prendre à vous. Je crois que les 4 premières heures, quand je suis resté devant la maison à regarder ce qui se passait, tout ce que je ressentais, c'était une sorte de panique et le sentiment que je devais faire quelque chose, mais que je ne pouvais pas. Et de la confusion. C'est comme quand on est blessé par balle et que l'espace d'un instant, on ne ressent pas la douleur. On se dit, je sais que ça devrait me faire mal, et je sais que ça va me faire mal. Mais le corps est dans un tel état de choc que ça me fait pas encore mal. C'est incompréhensible. Mais je n'ai pas tardé à ressentir cette douleur. Le pire pour moi, c'est lorsque l'officier de police nous a dit de manière nonchalante « Au fait, il est possible que des gens ou des enfants entrent dans la maison sachant que c'est une scène de crime. Et ils risquent de fouiller les lieux, histoire de s'amuser. Vous feriez mieux de barricader la maison avec des planches et d'enlever toutes les affaires que vous voulez récupérer. Et voici une carte pour la société de nettoyage. Parce que rien n'a été nettoyé. La violence qui s'était déroulée dans la maison était intacte. C'était une véritable scène de crime digne d'Halloween à l'intérieur.
Contrairement à ce qu'on voit à la télé, où juste après un meurtre, les policiers résolvent l'affaire et menottent le coupable. En réalité, il se passe tout un tas de choses entre-temps pour les familles. Des choses que l'on n'imagine même pas. Et c'est ce que l'on a vécu lors des 24 heures suivantes. Donc on est revenu sur les lieux du crime alors que la nuit tombait. Il n'y avait pas d'électricité dans la maison. À ce moment-là, la maison de ma mère était devenue l'endroit le plus effrayant du monde. Je me souviens que nos lampes torches éclairaient certains endroits. C'était terrifiant. Il y avait du sang partout. L'une des choses les plus effrayantes et les plus traumatisantes qui me perturbent encore aujourd'hui, c'est le sang. Et le fait d'être dans le noir et de ne pas voir ce qui était couvert de sang. À un moment donné, j'ai trouvé l'une de ses vestes d'hiver par terre. Je l'ai ramassée et je l'ai enfilée. Je me suis dit, je vais me blottir dans sa veste. Puis, alors que l'une des lampes torches m'éclairait, j'ai vu que j'avais du sang sur moi. Je me souviens que je me trouvais là où Tanner était mort. Je regardais cette énorme flaque de sang. Et les traces sur le mur. On se serait dit dans un film d'horreur. Il faisait noir, c'était horrible. C'est l'une des pires expériences de ma vie. On est descendu au sous-sol, mais il faisait tout noir et là, j'ai entendu un bruit. Ça faisait... Je ne savais pas ce que c'était. J'ai regardé tout autour avec ma lampe torche, et là je me suis attardé sur un petit recoin. Le ballon de gym de ma mère était par terre, et il se trouvait juste en dessous de l'endroit où Tanner avait été tué. Son sang avait imprégné le plancher situé au-dessus, et goûtait depuis le plafond en retombant sur le ballon, comme la cire d'une bougie. C'était complètement hallucinant. Toute la maison sentait le brûler. Ça sentait le feu de camp. Pendant les 4 ans qui ont suivi ce drame, il m'était impossible de camper. Parce que je ne supportais pas l'odeur du feu de camp. 4 ans. Vous imaginez? Tanner était notre cadet. C'était un fils formidable. On a beaucoup de souvenirs de lui. Sur la route? Oui, tu es sur la route. Il conduit, ma parole. On était devant chez mes parents à la campagne, là où j'ai passé mon enfance, et il voulait tout le temps s'asseoir sur mes genoux pour conduire. Maintenant, on va tout droit. Tu vois la route? Il faut tenir le volant. Va tout droit. Alors je lui disais, d'accord Tanner, il avait environ 2 ans et demi. Tanner, regarde la route, regarde où tu vas. Le plus drôle, c'était la réaction de ses frères et sœurs à l'arrière. Conduis-nous sur le pont. Surtout Cathy. Elle était en panique totale. Notre fille n'est pas très rassurée. C'est super de revoir ces images. Avant de comprendre qui est l'auteur d'un meurtre, il faut trouver qui est la victime. Or, on ignorait totalement qui était la jeune femme. Quand on a fouillé la chambre, près du corps de la femme, on a trouvé une carte de crédit avec le nom de sa titulaire. Il s'agissait d'une femme qui avait à peu près la même morphologie que la défunte. Je voulais savoir s'il s'agissait de la victime non identifiée. Je pouvais également affirmer que l'individu qui avait commis ces 2 meurtres s'était montré davantage violent envers la femme. La femme avait reçu plus de coups de couteau. Alors j'ai pensé que le coupable était probablement plus proche de la femme que de l'homme. On avait donc le nom de quelqu'un. Alors on a commencé à suivre cette piste. C'était un début.
Laurie n'a pas pu nous renseigner sur l'identité probable de cette femme et elle ne connaissait pas la personne à qui appartenait la carte retrouvée sur la table. Elle n'avait jamais entendu parler d'elle. En essayant de retrouver la femme dont le nom figurait sur la carte, on a appelé plusieurs numéros et on a parlé à un homme qui s'est présenté comme étant son mari. L'enquêteur voulait savoir où elle se trouvait et comment on pouvait la contacter. Mais il ne s'est pas montré coopératif et n'a pas voulu répondre à ces questions. Il a dit qu'il était chauffeur routier longue distance, qu'il se déplaçait dans tout l'État et qu'ils avaient des problèmes conjugaux. Il n'a confirmé aucune information sur elle et il a raccroché au nez des enquêteurs. C'était étrange. Mais ensuite, la femme nous a appelés. Elle allait bien. J'imagine qu'elle a su par son mari qu'on la cherchait. Elle ne connaissait personne présent dans la maison. Elle ignorait comment sa carte s'était retrouvée là. Alors on a pu la rayer de notre liste de victimes possibles et par conséquent, on a pu éliminer son mari de la liste des suspects. Pour déterminer l'identité de cette fille avec certitude, il était difficile de se baser uniquement sur son apparence physique, étant donné qu'elle était complètement défigurée. Ses empreintes digitales n'apparaissaient pas dans les fichiers, donc on ne pouvait pas l'identifier par ce biais comme on le fait habituellement. Il fallait que l'on trouve rapidement qui était cette personne. D'après ce que nous avions vu, il était clair que cet individu allait probablement récidiver. J'étais obligée de me poser des questions. Est-ce un tueur en série? Dois-je avoir peur de cet individu? Est-il toujours dans la nature? Va-t-il s'en prendre à moi parce que je n'étais pas à la maison? Ou à Laurie? Parce qu'on était des survivantes. Si vous avez des informations à communiquer sur cette affaire, le bureau du shérif vous demande d'appeler le numéro suivant. À l'époque, on était tellement bouleversés d'avoir perdu notre fils dans ce crime si abominable que l'on ne s'est même pas demandé ce que la communauté pouvait penser. Je suis sûr que les habitants de la région de Spokane avaient très envie de savoir, parce que c'était l'un des pires meurtres commis depuis très longtemps. On nous a informé que Tanner avait une ex-petite amie qui avait déclaré vouloir lui faire du mal. Tanner fréquentait une fille dont il était très proche à ce moment-là de sa vie. Il était évident qu'elle avait beaucoup de sentiments pour lui. Je sais que ce n'était pas réciproque, parce qu'il m'en avait parlé. Ça pouvait concorder avec ce qu'on avait vu. S'il s'agissait d'un crime passionnel, il n'était pas exclu qu'elle en soit l'autrice. On savait qu'ils se connaissaient. On savait qu'elle avait accès au lieu et qu'elle avait proféré des menaces. Alors, tous ces paramètres concordaient avec de nombreux aspects de cette affaire. En imaginant une relation toxique où le raisonnement de la personne aurait été « si je peux pas t'avoir comme petite amie, alors personne ne le pourra », elle correspondait au profil. Oui, c'était un scénario tout à fait plausible. Nous voulions trouver l'ex-petite amie de Tanner pour lui parler et savoir où elle était, afin de déterminer si l'on devait l'écarter de la liste des suspects ou au contraire l'y inclure. Le 26 février, je suis arrivée à la maison. Ce soir-là, Tanner recevait quelques-uns de ses amis, mais je n'en connaissais aucun. C'était typique de Tanner de ramener de nouvelles connaissances à la maison. Je crois que ce jeune homme venait d'arriver dans la région.
Ça faisait environ une semaine qu'il avait emménagé dans le coin. Il travaillait dans le même restaurant que Tanner. Tanner me l'a présenté sous le nom de Justin. C'était de nuit avant les meurtres. Il est entré et il m'a dit « Maman, j'ai rencontré un type au travail qui vient de déménager de Las Vegas. » Et il a ajouté « J'aimerais bien l'aider à se faire des amis. » Je n'y ai pas vu d'inconvénient, parce que tous les amis de Tanner, je les adorais. Tous finissaient par m'appeler Maman Laurie. Alors j'ai très vite mentionné à la police le nom de Justin, uniquement parce que je ne le connaissais pas très bien. Parce que tous les autres amis que Tanner avait invités chez lui, je les avais déjà vus plusieurs fois. Il a fini par nous appeler pour nous dire « Je suis là, vous vouliez me parler ?» Alors les enquêteurs sont allés l'interroger. Sarah était jolie et gentille. Elle était un peu en retrait. Elle ne prenait pas vraiment part aux discussions parce qu'elle ne connaissait pas tout le monde. J'ai compris qu'elle avait une relation très épisodique avec Justin. Je n'ai pas du tout eu l'impression que c'était sérieux entre eux. Je tenais à la trouver parce que je voulais savoir si c'était elle la victime non identifiée. Peut-être que c'était elle, peut-être pas. Mais on devait trouver des réponses à nos questions. Si c'était elle la victime, j'ai pensé que l'auteur du meurtre devait être plus proche d'elle que de Tanner. On a trouvé la voiture à Camelot, un petit quartier résidentiel au nord, sur la route de Newport, à quelques kilomètres. Et on a découvert du sang à l'intérieur de l'habitacle. Après avoir vu ça, nous étions persuadés qu'il s'agissait bien d'elle. Et le médecin légiste a confirmé que c'était bien Sarah Clark. Si vous saviez tout ce qui est en train de se passer chez moi, eh bien, c'est incompréhensible. Elle était magnifique. Elle avait un très beau sourire, avec de grandes fossettes. On l'aimait tellement. C'était horrible. J'ai eu beaucoup de peine pour la famille de Sarah. Je me souviens plus des funérailles. Je n'ai que des bribes de souvenirs. Il faisait froid à Spokane, c'était l'hiver. Cameron, Cathy et moi sommes allés au funérarium. Sa tête reposait juste là. Il lui mettait des vêtements et je lui ai passé du gel dans les cheveux parce qu'il aimait se coiffer comme ça. Ses cheveux n'arrêtaient pas de sécher à cause du froid. Alors je reprenais du gel pour lui remodeler les cheveux. Et je n'arrêtais pas de lui mettre son après-rasage préféré parce que je savais qu'il aurait voulu sentir bon. Je lui ai mis sa chemise, je l'ai boutonné une dernière fois et je l'ai embrassé. Il était beau. La voiture de Sarah a été découverte à Camelot, là où se trouve le parc. Justin Crenshaw vivait avec sa sœur dans le même quartier résidentiel. À 5 ou 6 pâtés de maison.
Le but, c'est de trouver qui a eu la possibilité de commettre ce meurtre, ce que révèlent les preuves, où ces indices nous mènent et de suivre cette piste. À ce moment-là, on a pu écarter l'ex-petite amie de Tanner de la liste des suspects, parce qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Aucune preuve ne l'incriminait, ce qui nous laissait la piste de Justin Crenshaw. J'ai donc envoyé 2 enquêteurs l'interroger. Ils se sont entretenus avec Justin, puis ils ont parlé à sa sœur. Elle était préoccupée parce qu'il ne semblait pas affecté le moins du monde par ce qui s'était passé dans la maison. Ça lui a semblé étrange. De plus, elle savait qu'il avait tendance à être violent et qu'il avait déjà eu des ennuis avec la police par le passé. Elle craignait qu'il soit impliqué dans cette histoire. Tanner m'avait dit que Justin s'était déjà attiré des problèmes par le passé. Mais ce n'était qu'un gamin qui ressemblait à Tanner. Il n'était peut-être pas irréprochable, mais bon. Mais lorsque je suis allée me coucher ce soir-là, jamais je ne l'oublierai. J'ai eu un mauvais pressentiment, clairement. J'essaie de réfléchir à un éventuel signal d'alarme auquel je n'aurais pas prêté attention. Quelque chose que je n'aurais pas vu. Je me suis remémoré cette soirée et j'ai repensé aux différentes conversations, aux différentes interactions et aux choses qui m'avaient échappé, mais auxquelles j'aurais dû accorder plus d'importance. Par exemple, quand Justin m'a parlé de sa blessure par balle, ou alors quand il m'a dit qu'il n'emporterait aucun de ses organes avec lui à sa mort. Ce genre d'histoire bizarre. En fouillant dans son passé, on a découvert qu'il avait été arrêté à Las Vegas. Il avait poignardé ou tailladé un homme dans sa jeunesse. Alors on a contacté la police de Las Vegas. Il s'est avéré que nos collègues détenaient ses empreintes, alors ils nous les ont faxées. Mais elle ne correspondait pas à celle que l'on avait relevée sur la porte de derrière. On savait qu'il avait une paire de chaussures noires. La famille de Justin a déclaré qu'il portait des chaussures noires quand il est parti, des Nike noires. Mais il a dit « Je n'ai pas de paire de Nike noires ». Et alors que les enquêteurs interrogeaient Justin, ils ont remarqué une petite blessure ici, une coupure sur le côté du doigt et une coupure sur le côté de la paume ici. Dans presque toutes les agressions violentes au couteau sur lesquelles j'ai enquêté, le couteau devient couvert de sang. Or, le sang est très visqueux et très glissant. Donc, il n'est pas rare qu'en poignardant leur victime, les criminels aient la main qui ripe sur le couteau et qu'ils se coupent. Le problème, c'est que ces empreintes n'étaient pas suffisamment nettes sur le fax pour établir une comparaison. Il fallait que l'on relève ces empreintes directement sur lui. Alors on a décidé de le retenir, de l'emmener en ville, de relever ses empreintes et d'obtenir une commission rogatoire pour analyser son ADN, ses vêtements, ses ongles, réaliser les photos, ce genre de choses. Comme ça, on aurait un relevé d'empreintes nettes pour les comparer aux empreintes recueillies à l'intérieur de la porte. C'est donc ce que l'on a fait. Pendant que l'on attendait, il a eu besoin d'aller aux toilettes. Et là, il s'est lavé les mains comme si sa vie en dépendait, 2 fois. C'est normal de se laver les mains après être allé aux toilettes, mais là, il s'adonnait à un lavage très minutieux, comme s'il s'apprêtait à entrer au bloc opératoire. Une fois les prélèvements effectués, il ne nous restait plus qu'à attendre les résultats. On pensait que c'était Crenshaw le meurtrier, mais le doute subsistait. Si ça n'était pas lui, cet individu allait probablement récidiver. On a reçu les résultats de la chef de la police scientifique
Et elle nous a dit que cette empreinte de sang correspondait à l'auriculaire gauche de Justin. Ça y est, voilà. C'est ce que je cherchais. Je lui ai dit, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Tanner Pell et Sarah Clark. J'ai trouvé ça pertinent de les nommer. Je n'ai jamais vu un homme aussi terrifiant. Et j'ai connu beaucoup de psychopathes. Il affichait un air détaché. J'avais vu ce qu'il avait fait, alors ça a été un soulagement de lui annoncer qu'il était en état d'arrestation. Lorsque l'on a su que les empreintes concordaient, c'était suffisant pour l'arrêter. C'est ensuite que le travail a commencé. Un officier de police a trouvé un couteau sur la route, à environ 1 kilomètre. Il se trouvait juste à mi-chemin entre le lieu du crime et Camelot, où vivait Justin. Il était couvert de sang et il s'agissait vraisemblablement de l'arme du crime. C'était incroyable. Il s'avère que c'était le couteau de cuisine préféré de Tanner. On a également envoyé des enquêteurs fouiller la maison de la tante de Justin, à la recherche de ses chaussures noires Nike, que l'on a finalement trouvées. Il a dit, je n'ai pas de Nike noire, parce que justement, celles que l'on avait trouvées étaient couvertes de sang. C'était une découverte cruciale. On tenait notre coupable. Bonsoir. Il vit à Spokane depuis seulement 2 semaines. Mais ce soir, Justin Crenshaw se trouve en prison, accusé du meurtre de 2 personnes dans le nord de Spokane. Les 2 victimes avaient apparemment été tuées avec un outil tranchant. Justin Crenshaw n'a manifesté que peu, voire aucune réaction à la lecture des détails crus des accusations portées à son encontre. La juge lui a proposé 4 fois de prendre la parole, mais il a refusé de s'exprimer. Non merci, votre honneur. Je n'ai rien à dire. On ignore ce qui s'est exactement passé. Mais il semble que Justin Crenshaw était seul dans la chambre avec Sarah Clark et qu'une dispute a éclaté. Justin s'est emparé du couteau de cuisine préféré de Tanner et il s'est mis à poignarder Sarah. Tanner, qui était probablement en train de jouer de la guitare, a entendu le vacarme et il s'est dirigé vers la chambre pour venir en aide à la victime. C'est là que Justin Crenshaw l'a attaqué en le poignardant plusieurs fois pour le tuer. Puis Justin Crenshaw est retourné auprès de Sarah Clark pour finir de la tuer. Ensuite, il s'est longtemps attardé dans la maison. Il a retourné les photos, il a pris les objets qu'il trouvait et il a poignardé les cadavres avec. Il a fait des choses qui n'avaient aucun sens. De la violence gratuite dans le but de s'amuser et de satisfaire son plaisir personnel. Puis il a essayé d'incendier la maison parce qu'il savait qu'elle recelait de nombreuses preuves qui l'incrimineraient. Que peut-il bien passer par la tête de quelqu'un pour agir de la sorte? Difficile à savoir. Je n'ai pas l'intention de prouver pourquoi il a fait ça. Je n'ai pas besoin de prouver pourquoi il a fait ça. En revanche, j'ai besoin de prouver que c'est lui qui a fait ça. Pourquoi? C'est la première question que l'on me posait dans presque toutes les affaires de meurtre sur lesquelles j'ai enquêté. Pourquoi est-ce arrivé? Eh bien, la plupart du temps, je n'ai jamais découvert la raison de ces crimes. Parfois c'est la folie, parfois c'est la vengeance, parfois c'est l'amour. Le plus souvent, c'est parce que l'occasion se présente.
Quand je lui ai parlé de ce qu'il avait fait, il était aussi impassible que si on avait parlé de football américain. Il avait presque décapité sa petite amie, il avait tué son meilleur ami, puis il avait planté des choses dans son corps sans raison, si ce n'est dans le seul but d'être violent. Et ça ne lui faisait rien, il était capable de tuer et n'éprouvait rien. J'ai été totalement sous le choc quand j'ai appris que c'était lui le coupable. Parce qu'il n'avait pas l'air d'un tueur. Mais très vite, la police m'a dit que Justin avait agi avec une telle violence et une telle méchanceté sans aucune raison que c'était véritablement une chance que je ne sois pas rentrée à la maison ce soir-là. Parce que je serais probablement morte à l'heure qu'il est. On ne l'a pas vu officiellement avant le procès. J'ai détesté me trouver dans ce tribunal avec lui et être aussi près de lui. J'ai détesté le voir. Il avait un petit sourire en coin, ce petit sourire que l'on retrouve souvent chez ce genre de personnes. Je n'arrêtais pas de regarder ses mains sur la barre et je n'arrêtais pas de me dire, ses mains étaient là. Je ne pouvais pas m'empêcher de les regarder. Et je pensais, ses mains ont ôté la vie de mon fils. Ce jour-là, on partait et on devait passer par le même couloir que Crenshaw. Il s'est précipité sur moi. Il s'est approché tout près de mon visage. Il m'a fait un clin d'œil et il m'a envoyé un baiser. Il a fait comme ça. Et là, ils l'ont maîtrisé, ils l'ont mis à terre. Il faut dire que j'étais enceinte de 5 mois. Alors je ne pouvais rien faire. Le procès a été horrible. J'ai fini par courir jusque dans les toilettes des hommes pour vomir. Justin Crenshaw a été reconnu coupable du meurtre aggravé avec préméditation de Sarah Clark et Tanner Pell. Et comme on ne pratique plus la peine de mort ici, dans l'État de Washington, il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Il est donc incarcéré jusqu'à la fin de ses jours. Un an après le drame, j'ai réemménagé dans ma maison. Tout le monde me l'a déconseillé, mais je voulais être près de lui. Je veux qu'il soit là. Je veux lui parler tous les jours. Chacun se souvient de lui à sa façon. Et je crois que, comme moi, tout le monde veut qu'on garde de lui un beau souvenir. Maman, je t'aime très fort. Passe une magnifique journée.